Troisième partie de ce chapitre sur la France entre 1940 et 1946. Après avoir étudié le régime de Vichy, nous allons maintenant nous intéresser à la France libre et la résistance, en prenant tout d'abord l'exemple d'un réseau de résistance, le réseau Combat. Donc, dès juin 1940, certains Français décident de refuser l'armistice et l'occupation allemande. La résistance intérieure s'organise en zone occupée et en zone sud. Le mouvement Combat est ainsi créé à Lyon par Henri Freinet, dès août 1940. À travers des missions multiples, diffusion de journaux, renseignements, sabotage, il participe à la résistance. Ses membres vivent dans la clandestinité et sont traqués par la Gestapo. Beaucoup d'entre eux sont arrêtés, torturés et envoyés dans les camps de concentration. En 1943, Combat est le plus important des mouvements rassemblés au sein du CNR, le Conseil national de résistance. Combat se rallie alors à De Gaulle et donc au CNR. Alors pour comprendre ça d'un peu plus près, voici un document pris dans le manuel de livre scolaire du collège qui nous montre les différentes activités et l'organisation interne du mouvement Combat au début de 1943, donc après 3 ans déjà de combat. Donc Henri Freinet est le chef du mouvement, il est basé à Lyon. Il a des délégués régionaux et départementaux dans toute la France occupée, et les activités de combat sont regroupées en 3. Tout d'abord les services généraux qui permettent en fait aux résistants de pouvoir lutter dans la clandestinité, donc puisqu'ils ont besoin de logements, de faux papiers pour se cacher, d'agents de liaison qui vont faire passer les messages d'un groupe à l'autre. Ils ont besoin d'argent, d'un service social pour aider les résistants qui seraient en difficulté du fait de leur situation justement de résistants. Alors il y a tout ce qui concerne les affaires politiques, c'est-à-dire le recrutement de nouveaux agents, ce qui ne faisait pas sans risque, puisque on pouvait être dénoncé à tout moment. Toutes les actions de propagande anti-vichiste, c'est-à-dire anti-Pétain, mais aussi anti-nazi. Toute une activité de renseignement pour collecter justement des informations sur l'armée allemande, par exemple. Le noyautage des administrations publiques, c'est-à-dire en fait avoir des agents à l'intérieur de l'administration du gouvernement Pétain pour savoir ce qui s'y passe. Également une section d'affaires militaires avec des groupes francs, c'est-à-dire groupes chargés d'attaques contre les collaborateurs, des attentats, des exécutions. Un groupe chargé de l'armée secrète, puisque était mis en place une armée secrète pour préparer la libération du pays, avec d'autres mouvements de résistance. Un groupe qui s'occupe des maquis, c'est-à-dire les jeunes Français qui se cachent notamment dans les forêts pour échapper au STO. Et un groupe de services d'opérations aériennes et maritimes, donc en lien notamment avec les parachutages. Donc on voit que ces activités sont très très variées et qu'il est difficile de tenir et de mettre en place un mouvement comme celui-là. Donc voici la une du journal Combat, puisque Combat a publié très tôt un journal qui avait pour but de lutter contre la désinformation des journaux de Vichy, mais aussi des journaux allemands. Donc cette une où on voit dans Combat la croix de Lorraine, synonyme de Gaulle. On est en novembre 43, le Combat s'est rallié alors à De Gaulle, un seul chef De Gaulle, un seul combat pour nos libertés. Et on voit ici dans le titre, homme du STO gare au piège. On voit bien ici le rôle de ce journal pour lutter contre la propagande de Vichy. Donc ce journal Combat va être tiré jusqu'à 300 000 exemplaires, ce qui est particulièrement énorme quand on sait qu'ils imprimaient de manière clandestine les journaux, qu'ils devaient les diffuser à la main, du moins en cachette auprès des lecteurs, et que cela n'était pas sans risque puisqu'on pouvait se faire arrêter dans ce cas-là. Donc un ou deux exemples d'actions de combat. Alors tout d'abord Henri Freinet ici qui raconte comment il a pu rencontrer. Petite biographie de 2 personnages issus de la résistance. Alors tout d'abord le plus célèbre, Jean Moulin, avec cette photo rare mais extrêmement célèbre de lui avec son chapeau. Jean Moulin, préfet d'Eure-et-Loire en 1940, qui avait tenté de se suicider pour protester contre le traitement fait par les Allemands aux habitants d'Eure-et-Loire, et qui va ensuite rejoindre Londres, où il sera choisi par De Gaulle pour venir essayer de regrouper les mouvements de résistance et ainsi participer à la création du CNR
et pour que le CNR se range derrière De Gaulle. Il sera arrêté et torturé en 1943 par la Gestapo, par Klaus Barbie à Lyon, et il va mourir de ses blessures sans avoir parlé, alors qu'il connaissait quand même un nombre très très important de résistants. Autre exemple d'une femme comme de nombreux autres dans la résistance, Marie Renoir, qui dès juin 40 avait commencé à résister et a rejoint le journal Combat avec Henri Freinet. Elle va participer à de nombreuses actions de sabotage notamment. Elle sera arrêtée en mai 43 et elle va finir dans des camps de concentration, le camp de Ravensbrück en Allemagne, où elle va mourir en janvier 1945. De Gaulle et la résistance. Alors, il y a peu de résistants à l'occupation allemande en 1940. Presque tous les Français alors suivent Pétain. Quelques personnes commencent à publier des tracts ou des journaux clandestins contre les Allemands. Mais le nombre de résistants va augmenter petit à petit. Tout d'abord, après l'attaque allemande contre l'URSS en 1941, les communistes qui auparavant suivaient les ordres de Staline qui voulait qu'il y ait un pacte de non-agression avec les Allemands. Donc les communistes étaient très peu nombreux dans la résistance avant cette attaque de 1941. Ensuite, ils entrent nombreux en commettant attentats et sabotages, leur but étant de soulager l'armée soviétique à l'Est. À partir de 1943, le nombre augmente également avec les jeunes qui fuient le STO et qui se cachent dans des maquis, comme par exemple celui du Vercors ou celui des Glières. Et ces maquis vont s'opposer aux Allemands et à Pétain. En 1943, il y a plusieurs mouvements de résistance, mais peu de liens entre eux. De Gaulle veut donc les unifier en devenir le chef. Il envoie Jean Moulin en France, qui unifie les mouvements, créant le CNR. De Gaulle est alors reconnu comme chef du CNR. Moulin, et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, est arrêté et meurt. Les troupes de la France libre, dirigées par De Gaulle, sont peu nombreuses au départ, mais elles participent au combat contre les Allemands, en Afrique notamment. Et parmi elles, il y avait beaucoup de soldats coloniaux, comme lors du débarquement en Provence en août 1944. Alors quelques documents pour terminer sur ce sujet. Tout d'abord le chant des partisans. Sur nos plaines, amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Donc chant créé à Londres par deux écrivains français et qui va devenir une sorte d'hymne de la résistance. Également ce texte de Raymond Aubrac, autre résistant célèbre, avec sa femme Lucie, qui ont lutté dans un mouvement communiste. Et Raymond Aubrac, dans ce texte, raconte sa première rencontre avec Rex, c'est-à-dire Jean Moulin. Ici, affiche du film Indigène de 2006, qui rappelait justement la présence de soldats des colonies dans l'armée française.